Faut-il faire un bilan hormonal sanguin lorsqu'on a des troubles du cycle menstruel? Que ce soit en cas de cycle irrégulier, une aménorrhée ou encore pour un problème de fertilité, ou même juste en cas de contrôle pour vérifier que tout aille bien. Bref, il y a 1000 raisons possibles pour avoir besoin ou envie de savoir ce qui se passe concrètement dans son cycle. Et l'une des solutions, c'est de vérifier ses taux d'hormones par une prise de sang. Sauf que un bilan sanguin, ça a aussi ses limites, et ça ne dit pas tout. Je vous propose de comprendre aujourd'hui les limites d'un bilan hormonal et ce qui peut être fait en plus pour le compléter. Mais tout d'abord, quelles hormones sont à vérifier? Il y a 3 hormones qui seront pratiquement toujours mesurées dans un bilan hormonal. Il s'agit de la FSH, de l'estradiol et de la LH. On mesure aussi parfois la progestérone. C'est une hormone hyper importante dans le cycle, mais elle n'est pas toujours contrôlée et je vous en expliquerai les raisons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour comprendre les raisons d'un trouble du cycle, il est souvent nécessaire de mesurer d'autres hormones en plus comme la prolactine, les androgènes, la glycémie ou encore les hormones de la thyroïde. C'est vrai dans les situations d'aménorrhée par exemple, même chose en cas d'infertilité ou de saignement fréquent et inexpliqué. Les causes sont très variées, il faut donc chercher dans plusieurs directions pour comprendre ce qui se passe. Voyons maintenant les limites d'un bilan hormonal. Pour chaque hormone, il y a des valeurs de référence, avec un taux minimum et maximum. Seulement, cette fourchette est parfois très large, en particulier pour l'œstradiol. Et c'est normal, on est toutes différentes et les taux dépendent aussi du poids, de la taille, de l'âge, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que finalement, avoir un taux dans l'intervalle ne signifie pas qu'on produit la bonne quantité d'hormones pour soi. C'est surtout vrai pour l'œstradiol parce que dans la même période du cycle, on passe du simple à presque 20 fois plus, tout en restant dans les taux de référence. De même, quand on sort de l'intervalle, c'est pas toujours un vrai problème. C'est rare, mais pour certaines personnes, elles peuvent être légèrement en dessus ou légèrement en dessous, et pourtant elles sont en parfaite santé. Il existe aussi des traitements qui impactent les résultats, et donc peuvent fausser l'interprétation. De même, les circonstances de la prise de sang peuvent aussi avoir un effet, selon les hormones. Par exemple, si vous devez mesurer votre niveau de prolactine, et que vous arrivez stressé le jour J, ou que vous êtes venu à vélo, ça risque de donner des taux légèrement plus élevés. Donc bref, les résultats ne sont pas toujours significatifs. Il faut les contextualiser avec vos symptômes éventuels, votre âge, votre poids, votre taille, si vous prenez un traitement, etc. Tout ça va permettre d'interpréter correctement votre bilan. C'est quelque chose qui se fait normalement avec son médecin, mais dans la pratique, c'est pas toujours le cas, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de contextualiser tout ça avec vous, parce que leurs consultations sont souvent très rapides, ils sont débordés. Et bref, je ne veux pas leur jeter la pierre, parce qu'avec les conditions actuelles de travail des médecins, je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment faire toujours mieux, quoi. Une autre limite du bilan hormonal, et une majeure selon moi, c'est qu'ils illustrent un résultat à un instant T, mais pas dans sa globalité, ni dans la continuité. Or, le cycle menstruel est justement cyclique. Ce n'est donc pas le reflet de vos sécrétions hormonales au cours du cycle, mais au cours d'un jour uniquement. C'est particulièrement vrai pour la progestérone, si vous ne la mesurez pas au bon moment, ça sert vraiment à rien en fait. Ces taux sont les plus élevés environ une semaine après l'ovulation. Au début du cycle, ils sont pratiquement nuls et en fin de cycle, ils chutent drastiquement. Aujourd'hui, quand on veut vérifier son niveau de progestérone, le protocole, c'est de le faire au jour 21 du cycle. Seulement, ça, vous avez 3 chances sur 4 pour que ça ne fonctionne pas. C'est basé sur un modèle de cycle de 28 jours, avec une ovulation au 14e jour, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça correspond à seulement un quart des cycles. C'est en partie pour ça que la progestérone n'est souvent pas mesurée. Donc si je résume, le bilan hormonal a ses limites car il doit être contextualisé pour être interprété correctement, qu'il ne représente pas la situation dans son ensemble ni dans la continuité, et que pour la progestérone, pourtant essentielle au bon fonctionnement du cycle, elle est difficile à mesurer correctement. Alors que peut-on faire pour compléter ces résultats? Premièrement, vous pouvez noter vos saignements. Ils donnent beaucoup plus d'informations que ce que vous imaginez. S'ils sont abondants ou non, si vous avez des caillots, si vous avez des douleurs, et si oui, quand, si vous avez des spottings. Tout ça donne des informations précieuses sur vous. Par exemple, des règles abondantes et douloureuses, ou encore avec des caillots de sang, peuvent indiquer que vous sécrétez trop d'œstrogènes. A l'inverse, si elles durent pas plus de 3 jours et sont plutôt légères, ça peut être lié à un manque d'œstrogène. Vous pouvez noter votre libido, lié aussi en partie à votre production d'œstrogène. Si vous constatez une plus forte libido à une période du cycle, c'est un bon indicateur de vos sécrétions d'œstrogène. Si vous avez des symptômes avant les règles, là aussi, notez-les. Quel type de symptômes? Plutôt physiques ou psycho-émotionnels? Combien de jours avant les règles? 3 jours, une semaine, 15 jours? Là aussi, ça veut dire quelque chose de précis.
En général, ça indique un déséquilibre entre œstrogène et progestérone, plutôt dans le sens d'un trop d'œstrogène ou pas assez de progestérone. Ça donnera plutôt des symptômes de type irritabilité, maux de tête, rétention d'eau, mal au sein. Si ces maux surviennent peu de temps avant les menstruations, il est plus probable que ça soit un manque de progestérone, alors que s'ils arrivent une semaine ou plus avant les règles, ça serait plutôt lié à un excès d'œstrogène. Beaucoup plus rarement, le SPM peut être dû à un trop de progestérone, et dans ce cas, les personnes sont particulièrement fatiguées et léthargiques. Tous ces signes compléteront votre bilan hormonal, mais on peut encore faire mieux avec une méthode d'observation du cycle, et je vais me concentrer sur celle que je connais le mieux, la symptothermie. Alors si vous ne savez pas encore à quoi ça correspond, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder avant de poursuivre celle-ci. En pratiquant la symptothermie, on va noter ses sécrétions de glaire cervicale et prendre sa température basale. Et grâce à ces deux signes, on va pouvoir dresser son profil hormonal. La glaire cervicale va représenter votre production d'œstrogène et la température, la progestérone. Donc le nombre de jours où vous observez de la glaire ainsi que sa qualité offre une bonne vision d'ensemble sur votre production d'œstrogène. Quant à la progestérone, elle est reflétée par ce qu'on appelle le plateau haut. La longueur du plateau ainsi que le décalage des températures nous donnent une idée des taux d'hormones qu'on fabrique et pendant combien de temps. Par exemple, à la fin d'un cycle, il est fréquent de voir la température chuter et ça c'est directement en lien avec la chute de la progestérone. En plus, si vous voulez quand même mesurer votre progestérone dans le sang, eh bien votre courbe de température vous permettra de le faire au bon moment, c'est-à-dire environ une semaine après le début de votre montée. Mais la température peut aussi révéler des troubles de la thyroïde, parce que les hormones de la thyroïde et de la progestérone sont liées, elles travaillent ensemble en quelque sorte. Donc si on observe des températures très basses ou à l'inverse très hautes sur l'ensemble du cycle, ça peut potentiellement indiquer une hypo ou une hyperthyroïdie. Alors bien sûr, après, comme pour un bilan sanguin, il faut regarder toutes ces choses dans leur ensemble. C'est pas parce qu'on a observé un jour un truc que c'est la catastrophe ou que tout va bien. Une formatrice en symptothermie peut justement vous aider à comprendre ces résultats et je ne peux que vous recommander celle d'Eden Fertilité puisque ce sont sans aucun doute les meilleurs de la Terre. Hein? Quoi? Je dis ça parce que je travaille là? Pas du tout, je dis ça vraiment en toute objectivité, toute transparence. C'est vraiment utile de s'observer en plus du bilan hormonal parce que ça va vous permettre de savoir si vous ovulez ou pas. Et ça, c'est quand même le signe qui montre que votre cycle est en bonne santé. J'ai déjà eu une période de ma vie où j'ai eu des règles régulières et pourtant je n'ai pas ovulé pendant 8 mois. Et je n'aurais jamais su si je ne pratiquais pas la symptothermie. Connaître la durée de ces sécrétions de progestérone, c'est aussi un signe super important pour savoir si votre cycle fonctionne bien. Et ça ne peut pas se vérifier uniquement par une prise de sang. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est un très bon outil complémentaire au bilan hormonal sanguin. Je dirais même que c'est plus utile de faire ça quand vous souhaitez juste vérifier que tout aille bien. Par contre, là où il est absolument nécessaire d'investiguer plus loin que vos seules observations personnelles, c'est en cas d'aménorrhée, de spotting et d'infertilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine!